Vous écoutez Parler Cuisine, le podcast qui vous aide à mieux cuisiner, avec Marc et Guy. On prépare les fêtes de fin d'année, on est au deuxième épisode de notre trilogie sur les bûches de Noël de compétition. C'est l'épisode 123, tout de suite sur Parler Cuisine. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. C'est Marc au micro et je vous retrouve avec notre grand expert culinaire Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors, la semaine dernière, vous nous avez écouté, on vous a dit tout ce qu'il fallait savoir sur la crème au beurre, qui est une des bases des bûches de Noël dans nos régions. Et cette fois-ci, Guy, tu voulais nous entretenir des génoises, c'est ça ? Oui, alors pas seulement des génoises, mais de deux autres pâtes à gâteau qui lui sont très proches, à savoir le gâteau de Savoie et le biscuit duchesse. Alors ce sont des gâteaux, enfin c'est une pâte plutôt qui est très ancienne puisque elle remonte d'abord en région à la Savoie d'une part, mais aux environs de 1350, donc ça ne nous rajeunit pas tout ça. Ça veut dire que déjà à l'époque, eh bien, on faisait de la pâtisserie relativement élaborée. Et si vous allez voir sur Internet, vous tapez tout simplement biscuit de Savoie ou gâteau de Savoie, vous verrez tout l'historique et vous aurez quelques explications. Alors évidemment, comme ça remonte à très très longtemps, il y a quelques supputations. On attribue d'une part la recette à un certain Pierre de Yenne, mais on dit également que c'était Jean Belleville ou Jean de Belleville qui aurait pu éventuellement créer le gâteau. Et vous verrez sa présentation. Il y a une présentation, je dirais, un peu comme un kouglof, c'est-à-dire un gâteau en couronne avec des festons, mais également un gâteau qu'on peut cuire dans ce qu'on appelle un moule à manquer. Alors, quelles sont les différences? Eh bien, il y a donc 3 gâteaux. J'ai donc dit génoise, duchesse et Savoie. 3 noms différents pour quelque chose qui est très similaire. Alors, il y en a 2 qui ont quasiment les mêmes ingrédients. Le troisième a une toute petite variante que je vais vous expliquer. Et alors, au niveau de la technique, 2 ont la même technique et un a une autre variante. La seule chose, c'est que ceux qui ont les mêmes ingrédients ne sont pas ceux qui ont la variante technique pour compliquer les choses. Donc, forcément, nous avons chaque fois des recettes un petit peu différentes, mais c'est vraiment pas compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ces gâteaux? Alors, la première chose, il y a des œufs entiers, des œufs frais, bien entendu. Il y a de la farine ou un féculent. Alors, quand je dis farine ou féculent, je veux dire par là qu'on peut utiliser soit uniquement de la farine de blé, genre en France T55, c'est une farine de pâtisserie, soit un mélange de farine et d'un autre féculent qui peut être soit de la fécule de pomme de terre, soit de la fécule de maïs, qu'on appelle également maïzena. Alors j'ai quasiment toujours fait mes gâteaux à la farine uniquement. Maintenant, on donne une petite légèreté en utilisant pour partie de la fécule de pomme de terre ou maïzena. Alors quelle quantité de fécule ou de maïzena peut-on utiliser? Jusqu'à la moitié du total. Donc imaginons que vous ayez besoin de 100 ou de 120 grammes de féculents. Vous pouvez très bien mettre 60 grammes de farine et puis 60 de maïzena ou de fécule, voire même mélanger la fécule et la maïzena ensemble et donc mettre 50% de farine, 25 et 25. Mais on pourrait mettre que de la farine sans gluten ? On pourrait mettre de la farine sans gluten, mais enfin, traditionnellement, on met de la farine habituelle. Alors, je fais quand même remarquer que dans la maïzena ou bien dans la fécule de pomme de terre, il n'y a pas de gluten, justement. C'est ça, oui. Voilà. Le gluten est donc une protéine et qui a son importance et son utilité puisque le gluten permet donc de faire un réseau en 3 dimensions dans les préparations et retient l'air. Donc, c'est lui qui va aussi permettre ou participer à une certaine forme de légèreté. Maintenant, vous pouvez très bien essayer pour les personnes qui sont allergiques au gluten de faire le gâteau en ne mettant absolument aucun gluten. Ça ne posera pas en principe de problème. Donc, j'ai dit, il y avait donc des œufs, il y a donc un féculent. Je viens d'expliquer ce Oui. qu'on pouvait utiliser. Il y a également du sucre, c'est le troisième ingrédient en importance. Puis après, j'expliquerai les proportions. Sucre ordinaire, Oui. sucre S2 par exemple. On pourrait, mais je pense ne l'avoir fait qu'une seule fois en forme d'essai, mettre de la cassonade à la place du sucre traditionnel, donc mettre un sucre qui est légèrement coloré et qui est plus parfumé. Mais traditionnellement, on le fait avec du sucre ordinaire. Et puis alors, vous avez, dans le cas de la génoise, vous avez un tout petit peu de beurre fondu. Et là, les quantités sont un peu difficiles à prévoir comme ça, parce qu'on le fait à l'œil. Alors, on met généralement, pour vous donner une idée quand même, quand on dit un filet de beurre fondu, ça représente en gros 1/10 de la quantité de sucre ou de farine qui est Mais, mise en œuvre. Pour vous donner une idée, beurre fondu et non clarifié, je précise. mais dis-moi, ça ressemble un peu au 4 quarts, ça, en fait.
Alors, ça ressemble un peu aux 4 quarts, en tout cas si on fait la version en biscuit de Savoie, au niveau du traitement, hein. Par contre, la seule différence, c'est qu'on met très, 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 très peu de beurre, alors que dans le 4 quarts, on en met, je dirais, l'équivalent, puisque le Un 4 quart, oui. quarts, c'est le poids des œufs en farine, en sucre et en beurre, hein. Oui. Le 4 quarts est quand même beaucoup plus lourd. OK. Alors, j'ai déjà vu faire des bûches de Noël ou des gâteaux garnis avec de la crème au beurre avec une base de 4 quarts. Autant vous dire que c'est très lourd, hein, c'est vraiment costaud, quoi, hein. C'est C'est riche, quasiment à quoi. la limite d'être, oui, mais je dirais que c'est tellement lourd d'un point de vue à la fois physique et lourd à manger que ça en devient presque indigeste, hein, alors que le vrai biscuit, disons, de Savoie ou la génoise ou le biscuit duchesse sont des biscuits qui sont extrêmement légers. Donc tu veux dire que le beurre qu'on a mis, qu'on va mettre en garniture, on va compenser avec en Alors, en mettant très peu dans la génoise? le beurre, il alourdit la pâte, il faut le savoir. Le beurre donne du moelleux, OK, mais le beurre alourdit la pâte et une pâte qui est alourdie par du beurre aura une structure beaucoup plus dense qu'une pâte où vous n'avez pas mis de beurre. Oui, mais je veux dire, c'est qu'on a fait la crème au beurre là, au dernier épisode. Oui, Donc comme on va en mettre du beurre dans la crème, on va pas en mettre dans ce n'est pas la nécessaire, voilà. génoise, voilà. Si on en met, c'est une génoise, si on n'en met pas, c'est une duchesse, tout OK, simplement. Mais le OK. traitement va rester le même. Alors, qu'est-ce qui différencie ces différents gâteaux? Bon, je l'ai dit, celui qui a du beurre, c'est la génoise. Les autres n'en contiennent pas. Il y a le traitement qui différencie. La génoise et la duchesse se font de la même manière au niveau de la technique que je vais vous expliquer, et le biscuit de Savoie se fait d'une autre manière, qui n'est pas très éloignée, hein, mais se fait d'une autre manière, et je vais vous l'expliquer également. OK. Alors moi, je suis tombé dans la marmite étant petit, étant donné que il y a de très nombreuses années de cela. Quand j'avais 4, 5 ans, maman faisait des gâteaux, elle faisait du gâteau de Savoie, qu'elle cuisait généralement, elle allait les cuire chez le boulanger du village d'à côté, avec qui elle était amie. Donc elle allait avec ses œufs, avec sa farine, avec son sucre, tout ce qu'il faut. Elle battait les gâteaux, elle les battait à la main, qu'elle m'a expliqué. Elle les cuisait chez le boulanger pâtissier, puis elle revenait à la maison avec les gâteaux, et là, elle faisait sa crème au beurre et elle les garnissait. Et moi, je donnais un coup de main pour m'initier à tout ça. Tu veux dire qu'elle cuisait ça dans un four à pain? Eh ben, cuisait dans un four à pain. Alors, traditionnellement, bon, les boulangers, ils avaient un seul four, évidemment. Ils avaient Oui. un four à pain. Et alors, ils cuisaient toujours les gâteaux après avoir cuit le pain, parce que le pain se cuit à une très haute température, hein. Donc, à bien plus de 200 degrés, même au-delà de 220 degrés. Tandis que le biscuit de Savoie ou la génoise se cuisent plutôt entre 160 et 180 degrés. Donc, les pâtissiers, lorsqu'ils faisaient leur préparation, et en Belgique, les pâtissiers n'étaient pas différents des boulangers, c'était la même corporation, c'était le même métier. Ils avaient donc un seul four. Ils cuisaient d'abord leur pain, hein. Ils faisaient généralement leur pâte à pain pendant la nuit, hein. Ils se levaient très tôt le matin, ils faisaient leur pâte à pain. Ils cuisaient d'abord les pains, hein. Après que les pains étaient mis à lever, ils les cuisaient. Et puis après, ben, ils arrêtaient le four. Et alors, la chaleur qui était accumulée par la sole en briques réfractaires et le dessus du four, la voûte qui était également en briques réfractaires, ben, la chaleur se perdait progressivement. Et quand la chaleur devenait suffisamment douce, alors comment faisait-on pour tester? À l'époque, on n'avait pas de thermomètre, hein. Bon, ben, je parle d'une époque ancestrale, hein. Maintenant, les fours ont tous un thermomètre. Ben, il suffisait tout simplement de glisser sa main dans le four, hein. On ne touchait pas évidemment la brique réfractaire, mais simplement le fait de passer sa main, de la retirer, le praticien savait dire, ben là, la température est bonne, elle n'est plus suffisamment agressive que pour brûler mes gâteaux, je peux enfourner mes gâteaux. Mais il le savait, hein. C'était devenu une routine, hein. Il savait que bon, par exemple, à 8 heures du matin, le four est à bonne température, à 8 heures ou à 9 heures, et là, il cuisait ses gâteaux. Et puis après, il cuisait des choses, hein, à la fin, quand la température était vraiment devenue résiduelle, il cuisait ses meringues, par exemple, hein. Et Ah! alors, il les laissait jusqu'au lendemain, et les meringues étaient cuites. Et là, à ce moment-là, le four faisait, je dirais, 60, 50 degrés, 60 degrés. Il mettait ses meringues dedans, et puis il les laissait jusqu'au lendemain. C'était toute une organisation, et c'était encore pire. Moi, j'ai connu je dirais, un ami d'enfance à moi qui après a repris une pâtisserie, qui était au départ uniquement une pâtisserie et pas une boulangerie, hein. Ça, Oui. c'était Ça, vraiment c'est rare, oui. exceptionnel. C'était très rare. Et puis bon, après, il s'est mis à faire du pain quand même. Et il était dépositaire d'un biscuit aux amandes qui se transmettait de génération de pâtissier en pâtissier, avec un secret. Donc, il avait repris, je dirais, cette pâtisserie-là. Il faisait un peu de pâtisserie et les fameux biscuits qui étaient vendus dans des boîtes avec un lion, etc. C'était tout un décorum et un ruban en forme de drapeau belge. C'était vraiment une spécialité locale. Et lui, il avait encore, j'ai connu ça, un four au charbon. Oh là! Donc oui, oui, on imagine. Bon, maintenant, il a été remplacé, hein. Et d'ailleurs, il n'est plus pâtissier. Mais je vais dire que Ça devait mettre un temps fou à chauffer ça.
Ah ben il fallait, ça ne devait pas être plus compliqué qu'autre chose. Maintenant, je ne peux imaginer que par rapport à un four électrique où on appuie sur un bouton et on tourne un curseur pour la température, un four au charbon, ça demande quand même une fameuse organisation. Oui. Il faut savoir comment il faut faire, hein. Il faut savoir l'allumer, il faut qu'il atteigne la bonne température. Et puis bon, ça demande quand même certainement beaucoup plus de compétences techniques qu'un simple four électrique. Voilà. Bon, mais Donc ça, on va tu parles d'un revenir. temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Ah oui, oui, tout à fait, tout à fait. On va donc maintenant revenir à nos gâteaux. Alors, il y a une question de proportion. Alors, je vais vous donner un truc, hein. On peut partir d'une base de 4 œufs et d'une base de 3 œufs. Et alors, vous allez pouvoir les combiner comme vous voulez. J'explique. Si vous prenez une base de 3 œufs, ben, vous considérez qu'il faut 3 œufs entiers, 100 grammes de sucre et 100 grammes de féculents. Voilà, ça c'est la base. Et si vous partez d'une base de 4 œufs, on considère qu'il faut, selon la taille des œufs, 120 à 125 grammes de sucre et 125 grammes de farine ou de féculents. Alors, vous allez me dire à quoi ça sert de donner des proportions de 3 et de 4. Eh bien, tout simplement parce que vous allez pouvoir faire tout les dimensions que vous voulez. Vous avez besoin, parce que vous avez un moule, par exemple, vous êtes un moule de 7 œufs, ben vous faites une recette de 4 œufs et une recette de 3 œufs que vous additionnez. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, mais bon, les proportions ne sont pas exactement similaires entre les 3 œufs et les 4 œufs. Mais c'est pas très grave, en fait. Parce que c'est pour une fois une recette où on peut, disons, bouger très légèrement de quelques grammes la proportion. On a toujours un bon résultat. Hein. Donc, si vous additionnez la proportion de 4 et celle de 3, vous avez 7. 2 fois 4, ça vous fait 8. La moitié de 4 plus, donc ça fait 2 plus 3, ça vous fait un gâteau de 5 et ainsi de suite. Alors, vous allez me dire, oui, mais pourquoi est-ce qu'il faut avoir comme ça des proportions qui peuvent se multiplier les unes avec les autres? Ben, parce que je vous conseille une chose, c'est quand on fait ce genre de gâteau, c'est de ne pas en faire qu'un seul. Ah, C'est de choisir, par exemple, vous avez 8 œufs, vous faites 8 œufs et vous faites 2 gâteaux. Vous faites un gâteau de 5 et un gâteau de 3. La génoise ou la duchesse ou de Savoie, ce sont des gâteaux qui se congèlent extrêmement facilement. Alors, ça veut dire que lorsque vous en avez besoin, ben, vous en faites 2, vous en faites 3 le même jour, en même temps d'ailleurs, hein. Vous en utilisez un et ensuite vous congelez les 2 autres. Alors, comment est-ce que ça se congèle? Ça se congèle, par exemple, soit dans une boîte hermétique de type Tupperware, ronde évidemment, de oui. préférence, et vous mettez au congélateur, soit dans un sachet en plastique, genre sachet à congélation tout simplement, que vous fermez, hein, voire même vous emballez soigneusement tout simplement dans du film plastique et vous mettez au congélateur. Il faut même mettre 2 à 3 couches de film plastique. Pourquoi? Parce que le congélateur a quand même une nette tendance à dessécher les produits. Hein, donc, vous l'emballez soigneusement sans l'écraser, hein, et puis vous le congelez. Il n'y a aucun problème, ça se congèle très bien. Ça garde combien de temps au congélateur? Écoutez, facilement, je dirais 2 mois sans aucun problème. Ok. À condition Vous qu'il avez soit 2 mois bien pour manger. emballé, à condition qu'il soit bien emballé, de manière à ne pas prendre les odeurs du congélateur, qui sont souvent des odeurs désagréables. Mais ça se congèle très Et au facilement. frigo, ça tient combien de temps? Sans problème, 2-3 jours, même chose. Une fois qu'il a été refroidi sous gris, mais j'en reparlerai, vous pouvez l'emballer, le mettre au réfrigérateur, ça ne pose aucun problème. Mais il faut surtout l'emballer soigneusement, parce que comme ce sont des éponges, ça capte les odeurs, ça va capter les odeurs du réfrigérateur, et si vous avez mis les escargots à l'ail dedans, ça risque de ne pas faire bon ménage, hein. Bien sûr, oui. Voilà. Alors maintenant, donc vous avez les proportions, je viens de les dire, la technique. Alors, on va d'abord parler de la technique de la génoise et du biscuit duchesse. La technique n'est pas compliquée. Idéalement, vous devez quand même travailler avec un batteur, hein. Normalement, la technique classique consiste à faire un mélange qu'on appellera un sabayon avec les œufs entiers et avec le sucre. Alors, comment fait-on? Je vous explique d'abord la méthode traditionnelle. On Oui. bat dans un cul de poule qu'on a placé sur un bain-marie, hein. Un bain-marie, c'est-à-dire un récipient avec de l'eau qui chauffe et qui produit de la vapeur. Alors, on va battre les œufs, d'abord lentement pour les casser, ensuite on ajoute le sucre progressivement, ensuite on continue à battre et de plus en plus fermement, Est-ce tout qu'il en faut atteindre un faisant, ruban? il n'y a pas de ruban dans ce cas-ci, Ok. puisque ce ne sont pas des jaunes d'œufs, Ok. hein, ce sont des œufs entiers. Ok. Donc, on va avoir une mousse un peu comme un sabayon et qui va tiédir. Alors, pourquoi faisait-on tiédir classiquement le mélange en le battant? Parce que la température n'était pas la même que dans les maisons actuelles et surtout parce que on utilise là la théorie des gaz parfaits qui veut que lorsqu'un gaz est chauffé, il augmente de volume. Donc, l'air qu'on incorporait dans les œufs battus avec le sucre, lorsqu'il était tiède, avait un volume plus important. Donc, le gâteau avait un développement plus important également. Ça va? C'est un substitut à la levure chimique alors? D'une certaine manière, voilà, parce qu'il n'y Ok. a pas de levure chimique là-dedans. Ok. Donc,
On battait ça jusqu'à ce que ça soit tiède. Et professionnellement, quand j'ai fait mes études, bon, on travaillait non plus avec un batteur, on travaillait plus à la main, on travaillait avec un batteur électrique de marque Hobart, pour dire un petit peu le nom, hein. C'était un gros modèle, évidemment, c'était pas un modèle ménager. Et il y avait en dessous une rampe à gaz, hein, donc c'était un cercle, un anneau sur lequel il y avait des petites flammes, hein, qui permettaient de faire chauffer très très légèrement le fond du cul de poule. Et la technique, la règle voulait qu'on soit toujours capable de passer la main, bon, sans la laisser évidemment, hein, mais la main entre le fond du cul de poule et les flammes, de manière à ne pas être brûlé. Il fallait en fait faire tiédir justement ce mélange d'œufs et de sucre Tu veux dire, battu. c'est quelle température à peu près? Ah, tiédir, ben, on atteignait à la fin aux environs d'une bonne quarantaine de degrés, Ok. 40-45 degrés maximum, pas plus. Alors, ce qui arrivait, hein, quelquefois, c'est que lorsque le préposé à allumer le feu, hein, en dessous du cul de poule avec le mélange ne faisait pas attention, il mettait un tout petit peu trop près et ça commençait à brûler par en dessous, Et ça cuisait? hein. Ça cuisait, non, ça avait carrément un goût de brûlé, Ah. hein, ça avait un goût de brûlé parce que ça brûlait réellement. Alors je vais vous donner le truc tout de suite, hein, si jamais vous vous enhardissez à réaliser la préparation de cette manière-là. Comment fait-on pour sauver, donc pour récupérer un gâteau donc dont la base a un petit goût de brûlé comme ça avant même d'avoir été cuit? Est-ce que vous avez une idée? Je sais pas, je sais pas. Bien sûr, je vais le dire Oui. évidemment, hein. On fait une version chocolatée, c'est-à-dire qu'au lieu Ah, de ah, mettre ah, ah. uniquement de la farine, on transpose 10 jusqu'à 15 éventuellement de la farine en poudre de cacao pur, hein. Donc au lieu de mettre par exemple 100 grammes de farine, mais un professionnel, il mettra peut-être 1 kilo de farine lui, hein. Eh bien, on met 100 à 150 grammes de cacao pur à la place de la farine qu'on doit ajouter par la suite et on tamise évidemment la farine et le cacao ensemble pour qu'ils soient bien homogénéisés l'un avec l'autre. Et ça va masquer le goût de brûlé. Tout à fait, ça masque le goût de brûlé, on ne le ressent plus. Bon, Parce qu'en fait, le goût de brûlé, c'est un goût de torréfié, quoi. c'est un goût torréfié, voilà. Donc ça, c'était le truc. Alors, une fois qu'on a donc, je dirais, battu convenablement ses œufs et son sucre, on va ajouter la farine. Alors la farine, que ce soit farine seule ou bien farine et féculent, donc fécule et maïzena, on doit absolument les tamiser 2 fois. Alors on les tamise à la fois pour empêcher qu'il y ait un petit corps étranger qui se retrouve dans le gâteau, mais on tamise également parce qu'on va aérer le mélange de féculents, le mélange de farine. On tamise très souvent sur un papier. Alors, il y a des tamis professionnels, hein. J'ai été voir le prix. Un tamis professionnel, bon, ben, ça vous coûte à trentaine d'euros. Il faut pas utiliser ça. Je dirais que 9 fois sur 10 dans ma vie, sauf quand j'étais à l'école, ben, quand j'étais chez moi, je n'avais pas de tamis professionnel. On utilise tout simplement un passe-bouillon, hein. Oui. Alors, un passe-bouillon, ben, c'est ce tamis en forme de cul de poule, donc ce tamis en forme d'hémisphère, qui est généralement attaché avec un petit manche et deux petits crampons pour pouvoir le mettre au-dessus d'une marmite. On met sa farine là-dedans et on tamise sur une feuille de papier. Quand j'étais petit, on appelait ça une passette. Une passette, voilà. Pourquoi est-ce qu'on tamise 2 fois? Donc je l'ai dit, pour bien aérer le mélange de farine et féculents d'une part. On tamise sur papier. Alors pourquoi est-ce qu'on tamise sur papier? Eh bien tout simplement parce que après vous allez pouvoir plier le papier en deux et ça va vous servir d'espèce de gouttière pour incorporer la farine ensuite, donc dans le mélange que vous venez de réaliser. Alors il y a une manière d'incorporer ce mélange. On ne met pas la farine en une fois. On la met en 2-3 fois et on la met progressivement. Alors, les professionnels qui ont de grandes quantités à faire, ils incorporent généralement la farine à la main, donc avec la main nue au bras, tout simplement, parce que de cette manière-là, ils sentent que toute la farine qui a été mise dans le mélange est bien, je dirais, répartie et ne forme pas de blocs de farine ou de grumeaux. Ok? Oui. Alors, quand on est, je dirais, ménager chez soi et qu'on fait un gâteau de 4 œufs ou de 5 œufs ou de 6 œufs, qu'est-ce qu'on utilise? On utilise soit ce qu'on appelle une bain-rise ou un lèche-plat, mais le mieux, c'est encore une écumoire. Alors, ma grand-mère avait une écumoire spéciale. Je me demandais d'ailleurs à quoi ça servait. Je ne sais pas, elle a été perdue, malheureusement. C'était une écumoire qui ne servait pas à écumer. C'était pas des trous qu'il y avait. C'était des espèces d'alvéoles. Et ça reproduisait, et c'est maintenant que je m'en rends compte, ça reproduisait un petit peu l'équivalent de la main ouverte avec les doigts ouverts. Et voilà, ça permettait, je dirais, à la matière de passer dans l'écumoire, dans cette espèce d'écumoire-là, tout en retenant une partie, hein. Donc, ça permettait justement un mélange très aéré, très, très, Oui, très et des cuirs délicat. à spaghetti comme ça. Oui, mais c'était encore une forme un peu différente, hein, mais ça faudrait pas utiliser une cuillère à spaghetti, ça ne marcherait pas. Mais c'était une écumoire d'une forme que maintenant je me dis: «Mais c'est vraiment ce qu'il fallait». Je serais même capable de m'en faire refaire une, rien que pour le plaisir de pouvoir utiliser ce genre d'ustensile tellement c'était adapté. Donc on incorpore la farine délicatement et on ne surmélange pas.
une chose qu'il ne faut pas faire, par exemple, parce qu'on n'est pas professionnel, hein, les gens que je m'adresse ne sont pas professionnels, il ne faudrait pas mélanger au fouet. Si vous mélangez au fouet, vous allez faire retomber tout votre mélange. OK? Donc tu as fait ton sabayon, il est tiède, tu rajoutes ta farine doublement tamisée par-dessus, mais Par-dessus, en 2-3 fois, et je mélange délicatement, le plus délicatement toujours avec ton possible. batteur. Non, 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 justement. Je disais qu'on le fait soit à la main, soit avec une cuillère en bois, soit avec une marie, soit avec une écumoire. Ah, donc c'est avec l'écumoire, je mélange aussi. Oui, oui, tout à fait, oui, oui. Ok. Ah oui, oui. Sinon, vous risquez de faire retomber votre gâteau. Alors, une fois que c'est fait, il y a encore une manière de le mettre dans le moule. Alors, je vais expliquer après le moule ce qu'il faudra faire, mais il y a une manière de le mettre dans le moule. Il faut, généralement, on prend le cul de poule en dessous du bras gauche. Avec une maryse, on va lécher, je dirais, les 2/3 supérieurs de la paroi du récipient du cul de poule, et on va faire glisser en une seule masse, en une seule fois. On va faire glisser la pâte dans le moule ou dans les moules de cuisson, si possible en essayant de ne pas lécher la pâte avec un ustensile. Parce que le fait de lécher la pâte avec un ustensile fait qu'on la rabaisse, je dirais qu'on fait chuter le taux de bulles qu'il y a dans la Tu veux pâte. garder les petites bulles dedans, quoi. Oui, c'est ça. Il faut vraiment faire attention et vous verrez que si vous léchez la pâte avec, par exemple, une maryse, la pâte va devenir plus jaune et plus épaisse, moins aérée, et ça va avoir une influence sur la légèreté totale de votre gâteau. Et si je mettais juste de la poudre à lever? Alors maintenant, truc qu'un vieux pâtissier m'a appris, c'est justement de mettre un tout petit peu de poudre à lever, une pincée, hein, je dirais, dans la pâte. On tamise la poudre à lever avec la farine et la poudre à lever, il ne faut pas en mettre beaucoup, hein, il faut en mettre très peu. La poudre à lever va justement permettre, je dirais, une plus grande légèreté au gâteau. Donc pas de Alors, si farine vous fermentante. alors, pas de farine fermentante, parce que ça, vous allez avoir votre gâteau qui va déborder dans le four et vous aurez un four à nettoyer après. Je vous dirais que si vous mettiez de la farine fermentante, je dis bien si vous mettiez, et je pense que j'ai déjà fait l'expérience, il ne faudrait pas dépasser 10% de la quantité totale de féculents, Ok. maximum. Mais le mieux, c'est de mettre une petite pincée de poudre à lever et l'affaire est entendue, hein. Ok. Alors, est-ce qu'on peut mettre de la vanille, est-ce qu'on peut mettre du sel? Alors, le sel est tout à fait indiqué parce que le sel va donner un meilleur goût et va augmenter le goût de votre génoise. Donc ça, la pincée de sel au départ, aucun problème, vous pouvez la mettre. Alors, est-ce qu'il faut mettre de la vanille? Bon, ça ne s'impose pas, ce n'est pas vraiment nécessaire parce qu'on ne la sentira quasiment pas à la fin. Par contre, ce que certains font, c'est mettre un petit peu de zeste de citron finement râpé dedans. Et la recette de base contient justement des zestes de citron. Maintenant, quand on fait une bûche traditionnelle, pour une bûche moka, par exemple, ben, on ne met pas de citron. On pourrait mettre du citron, par exemple, si on utilise la pâte pour garnir, pour réaliser, par exemple, un gâteau chantilly avec des fruits. Là, ça pourrait se justifier. Mais le citron avec le goût café, le goût moka, ça n'est pas très, très heureux, donc on n'en met pas. Mais ça peut se faire en fonction de la destination ultime, donc du gâteau. Mais comme tu dis, on peut mettre du chocolat, du cacao. Alors, si on veut donc faire un gâteau de style gâteau forêt noire, à ce moment-là, on va remplacer 10 à 15% de la farine par du cacao. On va donc tamiser soigneusement 2 fois avec la farine et on obtiendra un gâteau qui sera chocolaté. Donc on peut remplacer 10% par du cacao, 10% par la farine fermentante, 10% par de la maïzena et de la fécule pomme de terre. Finalement, Non, c'est dans la farine qu'on fait le mélange. oui, tout à fait. Mais fécule de pommes de terre et maïzena, on peut monter jusqu'à 50% du total, hein. Ok. Ça va? Oui. Alors, maintenant, si on veut faire une génoise, lorsqu'on a incorporé la farine, qu'est-ce qu'on fait à la fin? On incorpore un petit filet de beurre fondu mais non clarifié. Alors, la différence entre le beurre fondu et non clarifié, c'est que le beurre ne doit pas être, disons, trop dissocié. Il doit être tiède, température maximum 30-35 degrés. Il ne faut pas faire fondre du beurre dans une poêle et le mettre noisette dans le mélange, hein. Oui. Vraiment du beurre tiède, fondu mais Liquide, non quoi. clarifié, liquide Oui. mais non clarifié, non dissocié. Voilà. Alors maintenant, le moule, vous pensez bien qu'on ne met pas ça comme ça dans un moule sans aucune autre forme de précaution. Il y a plusieurs types de moules. Bon, en Noël, évidemment, ce sont les moules à bûche, donc ce sont des moules gouttières. Donc ce sont des moules allongés, hein, qui ont la forme d'une gouttière, comme la gouttière d'un toit, et qui font entre 6 à 8 centimètres de diamètre pour les bûches traditionnelles. Quand on fait des bûchettes, c'est 4 centimètres de diamètre. Hein, donc c'est vraiment la moitié d'un cylindre qui serait coupé dans sa verticalité. Alors, on va d'abord devoir les beurrer. Alors, il y a deux manières de beurrer. Maintenant, on fait des petites bombes qu'on trouve dans le commerce chez les spécialistes en produits de pâtisserie. Ce sont des bombes qui permettent de démouler facilement les gâteaux, les cakes, etc. Bon, traditionnellement, il faut utiliser simplement du beurre fondu
ou du beurre en pommade très ferme, très molle, pardon, mais Crémeux. surtout non clarifié, j'y reviens, Oui. hein. Alors on prend un pinceau, là je vais vous parler des pinceaux juste après, et on met une première couche dans un sens, on laisse figer, ça c'est important, et on remet une deuxième couche dans l'autre sens. Donc on croise les couches avec le sens du pinceau. De cette manière-là, on est certain qu'il n'y a pas de zone qui n'a pas été, Couvert. je dirais, couverte. Oui. Donc comme quand on peint un mur, on croise dans les deux sens. Oui. Alors après ça, on farine. Alors de nouveau, on reprend sa passette, ou son passe-bouillon, on met de la farine dedans, et puis on va saupoudrer soigneusement toutes les surfaces intérieures du moule à cuire. Ça peut être un moule à bûche, ça peut être un moule à manquer. Alors le moule à manquer, qu'est-ce que c'est? C'est un moule qui est généralement en fer blanc, qui est rond, souvent 5-6 centimètres de hauteur, et qui est légèrement, je dirais, plus étroit à la base qu'au-dessus, qui est donc légèrement évasé, ce qui fait que les gâteaux qui sont réalisés par la suite, disons, sont un petit peu comme des portions de cônes qui seraient coupées. Vous avez une base qui est un rien plus large, et vous avez le dessus qui est un rien, allez, je vais dire 1 centimètre sur 20 en moins. Ce n'est pas vraiment, c'est pas vraiment non plus un volcan. C'est vraiment un très très petits évasements. Vous avez donc des moules à manquer qui existent en fer blanc et qui existent également en tôle noire. Même traitement, donc beurré 2 fois, fariné. Alors, ce qui est important, c'est de secouer très très fortement la farine par la suite. Donc, il n'y a que la farine qui adhère spontanément au beurre qui doit être conservée. Donc, vous mettez votre pâte là-dedans, ensuite vous enfournez. Alors, quelle température pour le four? Généralement, c'est un four à 180 degrés. Vous pouvez très bien avoir un four à 160, à 170, donc 170. Il n'y a pas de problème. Ce qui est important, c'est, je dirais, la vivacité de votre four. Alors, je m'explique. Si vous avez un four qui est plutôt de type doux, alors quand je dis doux, ce n'est pas une question de température, c'est une question de rayonnement, ok? Si vous avez un four qui est de type doux, à ce moment-là, vous pouvez monter à 180 degrés. Et si vous avez un four qui est de type un peu plus agressif, là, vous restez plutôt à 160. Mais comment on peut savoir? Ah ben comment savoir? Eh bien, ça c'est une question. Est-ce que c'est un four au gaz? Est-ce que c'est un four statique? Est-ce que c'est un four électrique à air pulsé? Tout ça intervient. Il faut savoir que les fours électriques ont tendance à dessécher. Les fours au gaz ne dessèchent pas. Au Ah. contraire, ils amènent de l'humidité. Donc, tout ça est important. Par contre, un four au gaz, généralement, est plus vif. hein. Et très souvent, les fours au gaz, je parle des fours traditionnels ménagers, je ne parle pas des fours professionnels. Les fours au gaz traditionnels, ils ne cuisent que par en bas. OK? Oui. Ils ne cuisent pas par le dessus et par le bas comme les fours électriques. Donc tout ça, c'est un petit peu, je dirais, une question de savoir comment son four fonctionne. Alors, quand on dit un four doux ou un four agressif, je vais prendre un exemple. Vous avez des fours qui sont très doux, ce sont les fours à sol que les pâtissiers ont. Ce sont des fours qui chauffent essentiellement par le dessous, mais avec une chaleur qui est tellement bien répartie, qui est tellement bien, je dirais, diffusée, que le four est très doux. Et il ne allez, vous avez un four agressif, qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous cuire, par exemple, très fort le bas et il va peu cuire le dessus. Mhm. Donc, vous allez avoir une croûte qui va être sèche en bas avec une coloration de votre génoise qui va être très brune sur le bas et sur les côtés, mais qui va rester, je dirais, blonde au-dessus. Ça, c'est un four qui est agressif, par exemple. L'idéal, c'est un four à air pulsé, je dirais, au gaz. Ça existe. Ça, c'est le meilleur type de four qu'on puisse avoir pour cuire, disons, de la pâtisserie, par exemple. Mais ce ne sont que des fours professionnels. Les fours au gaz à air pulsé, c'est évidemment extrêmement rare. Ça n'existe pas en modèle réduit. Disons que moi, j'ai un four électrique à air pulsé. Ben ça, c'est très bien, ça, il n'y a pas de Donc, problème. c'est quelle température? Plutôt, on va mettre entre 160 et 170 a priori. Ok, 170. Voilà. Et puis, on essaye. La première fois, bon, il faudra peut-être un petit peu plus longtemps. Et alors, on augmente un peu la température de son four de 5 degrés la fois suivante jusqu'à trouver, je dirais, le bon accord. Alors, quel est le bon accord finalement? Comment est-ce qu'on voit qu'un four est agressif? Un four est agressif quand la couleur est atteinte, mais que le gâteau n'est pas cuit à cœur. Ok. Donc, c'est un four qui était trop vif, je vais dire, OK? Oui. Four à la fois trop vif et température trop élevée. Le gâteau est cuit à l'extérieur, n'est pas cuit au centre. Alors, comment voit-on quand un gâteau est cuit? C'est toujours la méthode traditionnelle. Une aiguille à tricoter, c'est l'idéal. Une aiguille à brider éventuellement. Une lame de couteau fine si on n'a rien d'autre. Mais le mieux, c'est quand même l'aiguille à tricoter. On pique à cœur du gâteau. On le fait ressortir. Alors, on dit toujours la pointe doit ressortir sèche. Bon, c'est pas la pointe qui va ressortir sèche. C'est le corps de l'aiguille qui a piqué dans le gâteau. Oui. Donc, c'est sur toute les 5 ou 6 centimètres qu'on a piqué. Bon, alors quand on dit sec, non, ce n'est pas vrai. Il peut y avoir de la vapeur. Ce qui ne doit plus y avoir, c'est de la matière qui ressort sur l'aiguille.
Si vous avez encore de la matière, donc un mélange jaune d'œufs, de farine et de sucre, le gâteau n'est pas cuit, bien évidemment. Si maintenant ça ressort légèrement humide, il n'y a pas de problème, votre gâteau est cuit. Alors, quelle durée maintenant? Forcément, plus le gâteau est gros, plus il est épais, je dirais plus la zone de diffusion de la température dans le gâteau est grande, plus il vous faudra du temps. Donc, vous devez compter, et c'est sur l'épaisseur que ça se juge, évidemment, hein. Vous devez compter à peu près, je dis bien à peu près, pour un gâteau, disons, de 5-6 centimètres de haut, vous devez compter 20 à 25 minutes. N'ouvrez jamais le four au début, hein, ça risquerait de faire retomber le gâteau, mais après 20 minutes, vous regardez, vous pouvez piquer, vous essayez éventuellement en le tapotant, en le touchant. Quand vous aurez fait ça une fois ou deux, vous rendrez compte, je dirais, de sa cuisson, hein, et vous saurez comme ça, ben oui, dans mon four à telle température, avec tel moule, eh bien, ça prend tant de temps. Alors, autre petite précision maintenant, vous allez me dire, mais pour combien de personnes je dois mettre combien d'œufs en route? Oui. Quand même important. Alors, la notion, c'est que pour un bout de gâteau, de type gâteau de mariage, c'est-à-dire où les gens n'en prennent qu'un petit bout une fois, on considère qu'avec un œuf, on fait 2 personnes. OK? Oui. Si maintenant, c'est un gâteau de type bûche de Noël, hein, tu en reprendras combien? Une tranche, hein, tante Marie? Oui, oui, pas de problème, hein. Bon, OK. Là, il faut compter un œuf par personne. Oui, mais le gâteau de mariage, souvent, tu as des décorations qui alourdissent le gâteau. Oui, oui aussi, mais je vais dire que dans un gâteau de mariage, généralement, on a eu un buffet, on a Oui. fait bombance, on attend le gâteau de mariage, mais on repropose rarement aux invités, quand il y a 100, 120 personnes, d'en reprendre un bout, hein, c'est quand même plutôt rare. Donc là, quand on considère que chacun a dû avoir son petit bout, sa petite part, et que le gâteau était bien fait, qu'il était bien, je dirais, bien réalisé, que les œufs étaient bien battus, on considère qu'un œuf convient pour 2 personnes. Alors attention, maintenant, vous allez me dire, mais il y a des petits œufs, il y a des gros œufs. Bon, moi, je parle de l'œuf de 55 grammes traditionnel, hein. Oui. Quand on a un œuf plus gros, alors ça, je vous donnerai à l'occasion un jour les proportions quand on travaille en litres, parce que bon, les pâtissiers ne travaillent pas à l'œuf, hein. Ils ne comptent pas, tiens, autant d'œufs, autant de farine. Ils comptent en faisant des litres d'œufs entiers. Donc, ils cassent les œufs les uns après les autres dans un récipient, ils mesurent, voilà, j'ai un litre d'œufs, ben, je mets tant de farine, je mets tant de sucre, etc. Donc, ça, c'est pour le gâteau traditionnel. Donc, génoise ou biscuit duchesse, petite différence, un peu de beurre fondu dans la génoise. Maintenant, il y a le gâteau de Savoie. Alors, le gâteau de Savoie ne se réalise pas de la même manière, mais il utilise les mêmes ingrédients que le biscuit duchesse, donc pas de beurre dedans, hein. Donc, des œufs, de la farine ou un mélange de farine et féculents et du sucre. Alors là, par contre, on travaille différemment. On va d'abord clarifier les œufs. OK? C'est-à-dire? On va séparer les blancs des jaunes. OK. On garde les blancs d'un côté, on met les jaunes dans un cul de poule, et puis on pèse au sucre, on tamise sa farine, tout ça doit être prêt, le moule doit être beurré, le four doit être préchauffé, hein, donc tout ça est prêt. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va d'abord mélanger au fouet les jaunes d'œufs avec à peu près les 3/4 du sucre, hein. Alors, je dis à peu près les 3/4 parce que ça peut être 70%, 75%, donc 60%, 70% ou 75%. Ça ne vient pas à quelques grammes. Donc, on mélange et on fait à ce moment-là un ruban. OK? OK. Et on bat ce ruban de manière à ce qu'il soit le plus léger possible. Alors, petite précaution, parce qu'on ne le dit pas suffisamment, j'ai regardé pour la 2e fois une mamie bien charmante qui a 92 ans sur Internet, sur YouTube, et qui réalise pour ses petits-enfants et ses enfants, elle réalise un gâteau de Savoie, hein, qu'elle fait de manière ancestrale depuis plus de 60 ans. Alors, elle est bien charmante, la mamie, hein, elle est adorable, hein. Mais qu'est-ce qu'elle fait comme erreur? Première erreur, elle casse ses œufs sur le bord d'un récipient tranchant. Ou ça t'aime pas ça, toi? Ben, j'aime pas parce que c'est la meilleure manière de casser le jaune d'œuf qui est au milieu. Bon. Oui. Et deuxièmement, c'est la meilleure manière d'avoir des bouts de coquille dans ce qu'on fait. Donc, on casse toujours ses œufs bien à plat, éventuellement sur l'angle d'une table, mais en principe sur l'aplat de la table en une seule fois. Alors, comme évidemment, ça ne marchait pas en une fois, elle retapait une 2e fois. Mais enfin bon, Et là, donc, tu le casses, oui. elle a tuerisé le cassé. Bon, elle n'a pas eu la blague, hein, mais enfin voilà. Donc elle tapait 2 fois. Non, un œuf, ça se casse en une seule fois sur le plat d'une table. C'est un Bon, petit geste c'est une question de technique. pratique, hein. Il faut. Pourtant, elle avait de la pratique, puis ça fait 60 ans Ouais. ou 80 qu'elle faisait le gâteau, mais bon, voilà. Et puis après, elle mettait ses jaunes d'œufs, et puis elle mettait son sucre, ou voire même, je ne sais même pas si elle ne mettait pas son sucre dans le fond du récipient, et puis après, les jaunes d'œufs dessus. Alors, je rappelle à tous nos auditeurs, on ne met jamais des jaunes d'œufs en présence ou de sel ou de sucre sans les mélanger. OK? Oui. Parce qu'il y a une cuisson chimique qui s'opère. Ah.
Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on met ces jaunes d'œufs dans le récipient, on prend son fouet, on casse les jaunes d'œufs et on ajoute progressivement le sucre tout en mélangeant. Mais on ne met jamais ces jaunes d'œufs et son sucre en contact l'un avec l'autre en les y laissant comme ça pendant 1 minute. Non, ça ne se fait pas, hein. Donc, vous mettez vos jaunes d'œufs dans le cul de poule, vous ajoutez progressivement les 3/4 du sucre de votre recette tout en fouettant. Alors, de nouveau, je conseille quand même, on peut le faire avec un fouet manuel évidemment, je conseille quand même de travailler avec un batteur, hein. C'est quand même Un batteur à main ou un plus robot? facile. Non, non, un robot, hein, un fouet électrique Ok. à 2 branches ou bien un robot, mais je conseille quand même de le faire. Tout l'air que vous allez incorporer à ce moment-là, ce sera de l'air qui sera après dans votre gâteau. Donc, vous avez intérêt à ce Ce que sera ce soit bien moelleux. mélangé. Ben, il sera plus léger. Alors, donc, vous battez évidemment très fermement vos jaunes d'œufs avec le sucre. Une fois que c'est fait, vous incorporez la farine 2 fois tamisée et vous l'incorporez de manière la plus légère possible, c'est-à-dire avec une cuillère en bois, avec une maryse, avec une écumoire. Ça dépend un petit peu de la quantité que vous mettez en œuvre. Petite remarque, les batteurs ménagers, donc de style à 2 fouets, ça marche jusqu'à 6 œufs, 5 œufs, 6 œufs, c'est le maximum, 4 œufs, c'est l'idéal. Ils n'ont pas la puissance d'un KitchenAid ou d'un Kenwood dans lequel on peut mettre sans aucun problème de 6 à 8 œufs, ok? Donc, votre mélange jaune d'œuf, sucre, farine a été fait. Il faut battre les blancs en neige maintenant. Alors, les blancs en neige, ben, ils doivent se battre, attention, avec les fouets bien propres, sinon ça ne monte pas facilement. S'il vous reste des traces de matière grasse, donc de jaune d'œuf sur les fouets, vos blancs vont avoir du mal à monter correctement. Pour battre des blancs, récipient bien dégraissé, une petite pincée de sel au départ, et ensuite vous serrez les blancs à la fin avec le quart de votre poids de sucre qui était résiduel. Et une fois que les blancs sont bien battus, vous les incorporez au premier mélange en, je dirais, au minimum, Tu rajoutes le sucre au blanc en neige. je rajoute le quart du sucre qui me reste à la fin pour serrer mes blancs en neige. Ah, ok. Et tu mettais pas une pincée de trucs dans tes blancs en neige? Si je peux mettre une petite pincée de crème de De tartre crème de tarte. qui empêche les blancs de grainer. Hein, ça, c'est un truc que j'ai déjà donné. Une petite pincée de crème de tarte, ça empêche les blancs, disons, de tourner. Hein. Pourquoi? Parce que quand on bat trop les blancs, ils forment à un moment donné une espèce de grain un peu comme du caviar, si je peux dire, et ils sont moins solides. Et le fait de mettre un peu de crème de tartre, ben, il faut mettre une pincée. Hein. Ok. Ça empêche les blancs de grainer. Crème de tarte qu'on achète soit dans les magasins spécialisés, soit éventuellement chez le pharmacien. Alors, après, il faut incorporer donc maintenant ces blancs d'œufs en neige au premier mélange. Ça se fait en 2 ou 3 fois. Alors, le premier tiers, on va l'incorporer délicatement au fouet, mais sans fouetter, c'est-à-dire en utilisant simplement le fouet comme un instrument, disons, d'incorporation. Hein. On va utiliser le fouet pour mélanger de haut en bas les blancs avec la composition où il y a la farine. Et puis après, les 2 autres tiers, on va les incorporer, je dirais un à la fois, en utilisant soit une écumoire, soit une maryse, soit éventuellement une cuillère en bois. Et quand les blancs sont dissous, je dirais, quand je veux dire quand je dis sont dissous, quand ils se sont incorporés à la masse et qu'on ne voit plus de traces de blanc, on arrête de mélanger. Pourquoi? Parce que le fait de surmélanger risquerait de faire retomber le gâteau, hein, de faire retomber la Donc pâte. en Donc, fait, tout ça, c'est pour faire entrer de l'air. ben, tout ça, c'est pour les blancs, c'est pour faire entrer de l'air. Mais je vais dire qu'il ne faut pas surmélanger, sinon vous allez reliquéfier votre pâte et elle va perdre les qualités que vous avez cherché à ce qu'elle ait, évidemment. Hein. Donc, une fois que les blancs sont mélangés, de nouveau, vous versez dans votre moule en étant le plus délicat possible et puis vous enfournez. Alors, je dois encore vous donner un autre truc parce qu'il y a énormément de petites choses. Hein. On pense que faire une recette, ben, c'est simplement suivre un processus, mais il y a toute une série de choses. Si je vous laisse faire votre gâteau comme je viens d'expliquer, il va avoir un aspect bombé. Hein, il va cuire dans le four et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué Oui. ça, que souvent les gâteaux, ils se bombent au milieu. OK? Oui, oui. Eh oui. Quoi, il y a moyen d'éviter ça? Ah ben bien sûr. Ah, Et je vais vous donner le truc, évidemment. Donc, quand vous avez un gâteau qui bombe et que vous le démoulez après sur votre grille, hein, ou sur votre plan de travail, mais souvent c'est sur une grille pour le refroidissement, ben, vous avez le côté bombé qui sera donc dans le fond du gâteau, qui sera la base, qui fait que votre gâteau n'est pas stable, hein, il bascule un petit peu. oui. Et vous avez comme ça l'équivalent d'un bon centimètre sur les côtés où il n'y a pas de matière et par contre il y en a au centre. Alors pour éviter ça, on doit un petit peu surcreuser le gâteau. Donc avec une corne. Hein. Alors une corne, qu'est-ce que c'est? C'est une espèce de palette maintenant en plastique dur. Hein. Avant c'était sans doute en corne, d'où son nom. Hein. C'est une espèce de palette arrondie comme ça qui fait à peu près 12 centimètres de diamètre. On va légèrement creuser le centre du gâteau
tout en léchant le bord du gâteau. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Donc, on va Tu veux dire abaisser quand légèrement tu mets la pâte dans le moule? une fois qu'elle a été mise. Une fois qu'elle a été mise, on va légèrement surcreuser la pâte de manière à avoir une différence d'à peu près, je dirais, allez, entre 5 millimètres et 10 millimètres au centre par rapport au bord. Donc tu vas pousser un peu la pâte sur les bords. Je vais la racler un petit peu, très légèrement vers les bords. Alors de là l'importance d'avoir choisi un moule adéquat en fonction de la quantité d'œufs, hein. Ça, c'est très important parce que si vous prenez un trop grand moule, vous avez, je dirais, une différence de 3 centimètres entre le bord du moule, hein, avec le côté, disons, le bord surélevé, le bord supérieur du moule et le niveau de votre pâte, ça c'est de trop. Il faut que ça tombe à peu près juste, tout simplement, et qu'il y ait un léger surcreusement. Alors le fait qu'il y ait un léger surcreusement fait que, comme ça monte plus au centre que sur les côtés, au moment où votre gâteau va monter, il va simplement rattraper le niveau entre le centre et les bords. Et alors là, vous aurez un gâteau qui sera en principe parfaitement horizontal une fois qu'il sera cuit. Ok. Voilà, donc on va surcreuser très légèrement. Mais quand je surcreuse, la pâte risque pas de se réégaliser après? Parce que c'est comme un liquide. Non, non, c'est une pâte qui a une certaine ténacité, donc elle ne va se réégaliser en principe qu'au moment de la cuisson, lorsque le centre va monter un tout petit peu plus fort. Ok. Voilà. Alors, ben voilà, votre gâteau, il est cuit, hein. Vous le mettez sur une grille. Alors, choisissez une grille de préférence avec des mailles serrées. Ça empêchera le gâteau de se déchirer et surtout de percer, de descendre au niveau de la grille. Donc, vraiment, une grille avec des fils très serrés. Vous laissez refroidir. Alors, idéalement, une génoise ou un gâteau de Savoie se font la veille pour être garnis le lendemain. Ça, c'est l'idéal. Éventuellement, le matin, je dirais relativement tôt, pour être garni dans l'après-midi ou la fin de la journée. De toute façon, toujours attendre que le gâteau soit refroidi avant de le garnir. Traditionnellement, c'est un gâteau qui pouvait se manger pour ce qu'il était, hein. Alors, je n'ai vu ça que dans une seule école, une école hôtelière qui a pignon sur rue au niveau européen. Dans la petite école hôtelière d'où je venais, ça aurait été impensable, mais dans cette école-là, on servait le gâteau aux élèves en faisant tout un tralala, hein. Le gâteau arrivait, il était légèrement poudré de sucre, posé sur une belle dentelle en papier, sur un plat. La demoiselle qui servait présentait le gâteau à la table des élèves qui mangeaient. Il y avait à côté une petite saucière de crème anglaise. On coupait le gâteau en parts, on le mettait sur assiette et puis on passait la crème anglaise, c'est le cas de le dire, à l'anglaise, donc hein, à côté du client avec la cuillère et on servait. Bon, je ne dis pas que c'est mauvais, hein, j'ai pas dit que c'était mauvais, mais enfin, c'est le service minimal, Mais hein. dis-moi, ça ressemble au Victoria Sponge Cake. Tout à fait, c'est du même ordre, c'est de la même famille, on va dire. Mais je pense quand même que le Victoria Sponge Cake est un petit peu plus ferme et un peu plus dense parce qu'il permet de faire justement toute une série de montages et de gâteaux, de mariage, etc., qui sont généralement plus lourds. Pour moi, le Victoria Sponge Cake est très légèrement plus, allez, plus costaud, on va dire. Ah bon? J'aurais dit l'inverse, parce que justement ici, je Oui, vois dans les gâteaux qu'ils font en Angleterre, c'est vraiment les rois de la pâtisserie, mais c'est tout dans le décor. tout à fait. Le sponge cake ou la génoise à l'intérieur, C'est l'extérieur, hein, voilà. c'est très léger, c'est même fade limite. Et c'est vraiment tout le décor en sucre et en truc bien Ce lourd. qu'ils utilisent pour le Victoria Sponge Cake, c'est soit de la confiture de fraises qui a été mixée, donc de la Ouais. marmelade de fraises, soit encore un mélange qu'ils réalisent et qu'on appelle un icing, c'est-à-dire finalement soit des blancs d'œufs avec du sucre impalpable, soit éventuellement du sucre avec du beurre, tout simplement. La crème au beurre traditionnelle au sucre cuit Non, avec des œufs comme on la connaît, disons, en Europe continentale, elle n'existe pour ainsi dire pas en Angleterre, ils ne non, connaissent non, ni aux non, États-Unis non, d'ailleurs. pas du tout, pas du tout. D'ailleurs, on a une fête de Noël dans notre club international là et je vais leur préparer la bûche de Noël que tu nous as donnée. Enfin, à l'heure où vous écoutez ça, je l'ai déjà faite. Donc, si vous avez regardé un peu les réseaux sociaux, j'ai certainement été mettre au moins une photo. Oui, mais je vais encore donner je dirais à la prochaine fois que nous parlerons, le moyen de faire une crème au beurre époustouflante et qui sera différente de la crème au beurre traditionnelle, même si la crème au beurre traditionnelle que j'ai donnée est évidemment très bonne, hein. Alors, je dois quand même maintenant vous parler de 2 techniques concernant ces gâteaux qui sont des techniques professionnelles, mais que je dirais, le particulier peut éventuellement utiliser. OK? Alors, la première technique, c'est la technique de la génoise en poudre que l'on trouve dans certains magasins spécialisés.
Alors, cette technique, et toi, tu sais à quoi je fais référence, puisqu'un jour, je t'ai réalisé un gâteau avec un petit train dessus, pour Oui, ton oui, anniversaire, oui, oui. et j'avais utilisé cette technique-là, qui, elle, est imparable, et c'est la technique qu'utilisent maintenant 90% des pâtissiers. Ah, Ici, je viens d'expliquer comment on fait une génoise traditionnelle ou un biscuit duchesse avec des œufs, du sucre et de la farine. Beaucoup maintenant utilisent ce qu'on appelle un mix. Alors, qu'est-ce que c'est? la poudre toute faite. C'est de la poudre toute faite. Alors, c'est de la poudre toute faite dans laquelle il faut rajouter des œufs et un peu d'eau. Alors, bien sûr, les proportions sont indiquées sur le petit sachet, sur le petit sac. Donc, on prend tant de grammes de cette fameuse poudre, on rajoute tant de grammes d'eau. Il faut vraiment être précis, hein. Il faut vraiment peser. Là, ce n'est pas à l'à peu près, hein, et je mets ce que je veux. Non. Si on dit c'est 35 grammes d'eau, c'est 35 grammes d'eau. Il faut avoir une balance qui pèse au gramme et n'en mettre que 35 et ne pas en mettre 40 ou 45 ou 50. Et OK. puis, on rajoute des œufs. Alors, bon, on donne soit le poids des œufs, soit éventuellement le nombre d'œufs. Et là, bon, ce sont des œufs de 55 grammes, les œufs traditionnels. Alors, vous mélangez tout ça. Généralement, ça se fait au batteur électrique, parce qu'à la main, bon, ça vous demanderait quand même un fameux effort. Vous battez ça au maximum. On vous dit généralement pendant combien de temps. Alors, vous mettez ça de nouveau à cuire dans un moule, dans votre four, moule beurré fariné, comme j'expliquais. Soyez prudent, parce que j'ai déjà eu la blague. Il y a un développement supérieur, donc je dirais un agrandissement. La pâte monte énormément, hein, elle est vraiment très légère, et je n'étais pas très prudent. Enfin, je pensais que mon moule était adapté à la quantité d'œufs que j'avais, et j'ai retrouvé quasiment un quart du gâteau qui a coulé, qui a été brûlé dans le fond du four. Donc, il faut savoir que si on a l'habitude de faire d'abord du gâteau avec des vrais œufs et la méthode traditionnelle, ou bien avec la méthode du mix, on a un développement qui est différent. Alors, le gros avantage de ce mix, c'est qu'il ne sèche pas. Hein, ça, c'est un gros avantage. La croûte est généralement une croûte qui reste moelleuse et qui ne sèche pas non plus. Mais c'est parce qu'il y a des produits chimiques et des additifs qui C'est-à-dire qu'il y sont a des choses inaccessibles au dedans, grand évidemment. public. Non, mais si, puisqu'on on peut acheter de la poudre dans le grand public. Oui, Hein. mais tu peux pas acheter les ingrédients qu'ils mettent dans Ah, la poudre. évidemment que non. Ah, Et alors, surtout, à la découpe, le gâteau ne pluche pas. ah, Ça, c'est quand même un intérêt, faut quand même le dire, parce que quand on coupe un gâteau, même avec un beau couteau scie ou bien avec un couteau qui tranche, on a parfois un gâteau, une génoise qui pluche, donc elle va faire des pluches, je ne saurais pas le dire autrement, au moment où on coupe. Donc ça, c'est quand même un avantage. Et alors, surtout, c'est un résultat qui est extrêmement moelleux. Il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir, je dirais, une habileté et surtout une technicité et les moyens qu'il faut pour réaliser avec des produits traditionnels un résultat aussi moelleux que celui-là. C'est pas pour rien qu'il y a des ingénieurs en industrie agroalimentaire et qui travaillent. Hein. Donc là, oui. c'est vraiment un résultat qui peut être intéressant. Donc je le dis, je l'explique. Et alors il y a encore une autre technique, mais là qui est un peu plus difficile parce que le produit à acheter ne se trouve pas si facilement que ça, je veux dire, sous le sabot d'un cheval. Il y a un produit qui est un émulsifiant. Alors je vous explique. On vous donne évidemment les proportions et vous mettez X grammes, je veux dire les 50 grammes de ce produit pour peut-être 8 œufs, par exemple. Vous mettez dans le cul de poule du batteur tout, à savoir les œufs, le sucre, le féculent. Hein, donc vous mettez tout, hein, vraiment tout. Vous mettez le fameux émulsifiant en question, vous battez, et alors le miracle s'opère, c'est que ça monte. Essayez de faire ça sans mettre de l'émulsifiant, vous n'aurez rien du tout. Hein. Si vous mettez la farine au départ avec les œufs et le sucre, vous allez avoir une masse liquide, mais qui ne monte jamais. Avec l'émulsifiant en question, ça monte, Ça fait une émulsion. oui, et ça incorpore de l'air. Il y a un gain de temps malgré tout, il y a une facilité. Je l'ai vu faire, parce que je faisais une démonstration, mais je ne me souviens d'avoir fait qu'une seule fois moi-même en disant, tiens, oui, voilà. Bon, ok. C'est une méthode professionnelle. Je l'explique parce qu'on ne sait pas qui nous écoute. On a peut-être des professionnels qui nous écoutent. Hein. Donc, c'est une méthode qui existe. Elle est plus facile, elle est plus rapide. Mais je dirais que pour la personne qui n'est pas professionnelle, c'est un peu difficile. Mais Pourquoi? je trouve où Parce cet qu'il faut émulsifiant? acheter. Ah ben, on le trouve dans les magasins spécialisés de produits de pâtisserie. Hein. Et ça s'appelle comment? Ah, le nom de la marque, ça, je devrais regarder en fonction des marques, le nom du produit. Mais si vous allez dans un magasin de pâtisserie et que vous demandez un émulsifiant pour génoise, on va vous donner tout de suite Ok, le faut produit demander en question. émulsifiant pour génoise. Mais je vais regarder Oui, ça sur Internet émulsifiant tout de suite, tiens. et qui permet de réaliser des génoises sans devoir se tracasser. Le problème, c'est qu'il faut acheter toujours un seau du produit en question. Alors, si on ne fait pas au moins, je dirais, de la génoise 2 fois par semaine, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore d'autres questions, Marc, Oui, j'ai une aujourd'hui. question. Parce que un jour, tu m'avais offert quelque chose qui ressemble à une plaque de four et tu disais ça, c'est un moule à génoise. En fait, c'est très plat et très, très peu haut.
comme ça? Ça peut être un moule à génoise pour faire ce qu'on appelle la génoise cuite à la feuille. Donc, quand Oui. on veut faire un biscuit roulé, par exemple, bien qu'il existe une génoise souple, hein, spéciale pour les biscuits roulés, mais on peut très bien faire sa génoise donc dans un moule très plat avec un tout petit rebord. Ça permet de faire, je dirais, du biscuit qui n'a pas plus d'1 centimètre d'épaisseur. Et ça cuit très vite, hein. 10-12 minutes, la génoise est cuite, hein. Oui, mais là, dans ton moule gouttière, pour faire ta bûche, c'est combien de temps que tu la cuis? J'expliquais tout à l'heure, à peu près 20 minutes, Ok. 20 à 25 minutes. Mais il faut tester avec une aiguille, hein. Ok, donc pour récapituler, tous les trois ont quasiment les mêmes ingrédients. La génoise, il y a un filet de beurre. Voilà. Le gâteau de Savoie et le biscuit Duchesse, c'est sans beurre. Farine, sucre et Donc, œufs. pour chacun, les proportions sont similaires, j'imagine. Voilà, c'est ce que j'expliquais. Il y a Là, les juste que le proportions sont gâteau de similaires. Savoie, on clarifie les œufs. C'est ça. Et on bat les Voilà. œufs jaunes d'un côté et blancs séparément. Voilà. Voilà. Donc, on peut refaire, acheter les ingrédients en gros et puis faire une par jour différent et on aura une préparation différente à chaque fois. Mais ça Voilà. oui, mais seulement ça se ressemble quand même tellement au niveau du résultat final, hein. Et après, traditionnellement, tu dis ça se sert pas comme ça veut dire qu'il faut décorer après. Ou il faut Bah, il faut, garnir. disons, farcir, il faut fourrer, il faut, disons, décorer. Maintenant, ça peut se, en Savoie, même en Italie, je dirais la génoise, on peut la manger telle quelle, hein, comme on peut manger un gâteau 4 quarts. Un 4 quarts, on ne le garnit pas spécialement, hein. Donc, on peut très bien couper simplement des parts du gâteau et les manger telles quelles, hein. Dis-moi, C'est pas dans notre, disons, mentalité, je dirais en tout cas en Belgique, de manger le ok. gâteau sec, hein, on le garnit. Et dis-moi, tu pourrais remplacer une partie de la farine par de la farine d'amande? Ah, ça se fait. On peut très bien remplacer une petite partie de la farine par de la poudre d'amande pure, effectivement. Et ça donnera du goût. Et on peut aussi remplacer, parce que bon, quand on dit de la poudre d'amande pure, généralement le broyat d'amande a une petite texture, un petit grain, hein. Or, il existe ce qu'on appelle du temps pour temps. Alors, le temps pour temps, c'est un mélange qui est fait donc de manière industrielle avec de la poudre d'amande et avec du sucre impalpable, hein. Mmh. Alors, on peut très bien remplacer une partie, mais je dirais qu'il ne faudrait pas monter au-delà de 20-25%, hein. On peut très bien remplacer une partie de la farine par ce mélange, mais si on a du temps pour temps, hein, donc qui est un mélange, donc je rappelle 50% sucre et 50% amande, il faudra déduire de la quantité de sucre qu'on met via le temps pour temps. On est bien Ok, d'accord, hein. ok. Un petit calcul mathématique à faire, mais enfin, je pense que tout le monde a compris ce que je voulais dire. Si vous mettez du sucre qui est mélangé avec des amandes, vous devez retirer de la quantité de sucre initiale la quantité de sucre que vous ajoutez à ce moment-là. Wow. Et t'as déjà essayé? Oui, Et c'est bon? bah oui, c'est bon. Ok, Je me demande de mémoire, hein, si le gâteau nantais n'est pas fait un peu selon cette formule-là. Faudrait que je vérifie. formidable. Donc là maintenant, on a la crème au beurre, on a la génoise. Donc laquelle des trois préparations tu nous recommandes pour notre gâteau de Noël là? C'est de faire le biscuit Duchesse, Le hein. biscuit du chef. C'est celui que tu Donc sans mettre préfères? de beurre. Oh, c'est celui que j'ai toujours fait le plus souvent. Donc sans mettre de beurre et sans clarifier les œufs. Et C'est sans ça. clarifier les œufs, voilà. Voilà. Avec de l'émulsifiant, comme ça C'est va le plus plus. vite. Non, sans émulsifiant. Voilà. Et donc, ok. Donc, mais, ou alors on prend le mix tout fait Non. comme qu'on achète dans le commerce, Le quoi. mix tout fait qui est très facile également, oui. Non, mais tout ça pour ça finalement, hein? Mais le mix tout fait, je vais être honnête, hein, je ne l'ai fait qu'une fois dans ma vie, hein. Ah, Ah oui, j'ai toujours fait traditionnellement les autres fois, hein. J'avais une certaine réticence à utiliser le mix tout fait. J'en ai un paquet ici dans une armoire qui traîne là depuis très très longtemps. depuis l'époque où tu l'as fait d'ailleurs. Non, 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 pas Non. depuis cette époque-là, non, non, mais depuis quand même un certain temps. J'ai toujours été un petit peu réticent à utiliser le mix tout fait parce que je me dis, un professionnel, je dirais digne de ce nom, euh, va travailler à la traditionnelle avec des œufs, du sucre et de la farine, tout simplement. Mais je ne suis pas contre sur le principe, hein. Je vais dire, je sais que c'est facile, je sais que c'est beaucoup plus à la portée de tout le monde, en fait. Oui. Ça fait quand même pas sérieux. On est dans un podcast de recettes de Voilà. cuisine. Et ben, bon, finalement, vous pouvez l'acheter tout fait. Bah oui, mais et bon, c'était de mon devoir quand même de l'expliquer, hein. C'était, Oui, je mais pense, que c'était de mon devoir. on peut pas l'ignorer On ne peut parce pas que l'occulter, donc c'est voilà. là, ça existe et Ça existe. c'est à votre disposition. Vous pouvez l'utiliser. Bon, les puristes, ça enlève un petit peu de la magie du fait maison. J'ai le mot que j'allais hein. employer. Ça enlève de la magie, en fait, oui. Parce que j'avais vu comme ça comment dire, cette présentation, ce speech de la personne qui a fait partie du marketing à l'époque où ils avaient créé cette poudre toute faite dans les années 50 et il suffisait de rajouter de l'eau et pour humidifier le tout et puis de mettre au four, de mettre dans un moule et de mettre au four et ils en vendaient pas. Et ils avaient fait appel à cette personne qui a dit mais le problème c'est que vous enlevez à l'époque où la ménagère se devait de cuisiner elle-même, là vous en avez enlevé tout comme ça toute
toute la manipulation. Et donc, ce n'était pas intéressant. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé tout doucement, tout petit peu la formule, et ils ont fait, voilà, vous rajoutez un œuf et de l'eau. C'est ça. Et en rajoutant un œuf, du coup, les gens avaient l'impression de cuisiner. Exactement, c'était le fait de rajouter, parce que je me rappelle de cette histoire où il n'y avait que la poudre et de l'eau. Ils avaient mis des œufs en poudre dans le mélange. Et le fait de dire non, vous mettez quand même des œufs, eh bien finalement, ça donne l'impression que c'est du bon, que c'est du naturel, quoi. Voilà, qu'on contribue. Voilà, Parce qu'en réalité, qu'est-ce qu'il y a dans ce mélange-là, donc, hein? Il y a en fait un féculent, certainement qu'il y a de la farine et puis qu'il y a de la fécule, ou il y a des amidons modifiés. Et vous avez du sucre, puisque vous ne remettez pas de sucre. Donc, vous avez ce mélange de sucre et de féculents. Et alors, il y a certainement un émulsifiant qui est intégré, qui fait que quand vous battez, ben ça monte tout simplement. Alors que normalement, ça ne devrait pas monter, puisque vous mélangez des choses qui normalement ne peuvent pas être mélangées ensemble pour le résultat qu'on veut. Donc, il y a certainement un émulsifiant dedans qui fait que ça marche bien, quoi. Et peut-être même un peu de poudre à lever qui est mise également de manière à ce que ça donne un bon résultat par la suite. Alors, il y a aussi certainement des produits qui empêchent le dessèchement et le rassissement du gâteau. Oui, alors pour remettre un petit peu les choses en contexte, tu avais mentionné la fois où tu l'as utilisé, c'est que tu as fait un gâteau pour moi. Donc pour les gens qui n'y étaient pas, et j'imagine que c'est tout le monde qui nous écoute, oui, voilà. C'était pour mes 30 ans. Donc Guy avait fait un beau gâteau et comme je suis un fanat des petits trains, il avait mis un petit train dessus. Il l'avait fait au rhum raisin parce que j'aime beaucoup ça. Et c'était un gâteau magnifique. Chantilly, rhum raisin. Je ne sais pas, je dois avoir des photos quelque part, mais bon. Écoute, il y en a plein qui ont été faites. C'était à l'époque où il n'y avait même pas encore de téléphone pour prendre des photos. Et je me souviens que tu avais tout le monde qui était avec son appareil photo en train de prendre des photos de ce gâteau qui était formidable. Que tu as quand même passé du temps dessus et bien travaillé. Ça m'a fait énormément plaisir. Et je n'ai de ma vie jamais eu un Je l'ai garni beau. sur place en fait. Je ne suis pas venu avec tout fait. Je l'ai fait sur place. Et tu m'as laissé le train et je l'ai encore la boîte avec le train dedans. Non, tu m'as dit que tu l'avais jeté. Mais non, je l'ai encore. Tu m'as dit lorsque j'ai déménagé, bon, je ne vais quand même pas le garder. Que tu m'as dit, écoute, je vais devoir le jeter. Bon. Mais maintenant que tu me le dis, non, je l'ai gardé. Ah, ben tant mieux alors. Il est peut-être pas dans ma maison. J'ai peut-être dû le laisser dans le grenier chez ma mère. Peut-être. Mais non, j'ai jamais eu de plus beau gâteau d'anniversaire que ça. Donc c'était vraiment un grand avantage d'être l'ami de Guy, parce que quand il veut te faire plaisir, waouh. Voilà. C'est formidable. Avec des roses blanches, si mes souvenirs sont bons dessus. Ah oui, non, c'était Il y avait magnifique. des roses, avec un peu de rose dessus, des roses blanches et roses, voilà. Voilà. Eh bien, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui, hein. Oui, mais avant de partir, j'ai une petite nouvelle. J'ai oublié de mentionner ça. Je vais en profiter pour l'insérer ici. Bah oui. Parce qu'on enregistre ça, c'est fin novembre, donc juste à temps pour les fêtes. Au mois d'octobre, il y a eu le Paris Podcast Festival où j'ai eu l'occasion d'aller me montrer un petit peu pendant les 2 premiers jours. Et j'ai eu l'occasion d'aller enregistrer, parce qu'il y a Guerlain qui était là avec son studio d'enregistrement de podcast, parce que Guerlain a un podcast. Et il proposait à tout le monde qui voulait de venir raconter une expérience olfactive. Et donc je me dis, tant qu'à faire, allons-y. Et donc ils ont comme ça enregistré plein de témoignages olfactifs. Et bien sûr, de quoi j'ai été parlé? J'ai été causé de mon expérience des odeurs en cuisine, hein, parce que j'ai grandi avec des parents cuisiniers. Les odeurs de cuisine sont présentes et font partie de ma vie depuis que je suis tout petit. Et donc, comme ça, j'ai enregistré un épisode, un témoignage d'une dizaine de minutes. Et alors, c'est disponible. Je vais essayer de retrouver le lien pour aller voir cet enregistrement-là. Et Guerlain, en fait, fait un podcast sur l'histoire des odeurs, etc. Bref, ils font ça très bien. Et apparemment, ils ont sélectionné mon enregistrement, enfin mon podcast, ce que j'ai enregistré là-bas au Podcast Festival, pour faire partie du podcast officiel. Donc, et j'ai été écouter c'est l'épisode numéro 10. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode si vous voulez aller vous-même l'écouter. Donc, ils ont fait un montage avec 5 personnes qui racontent chacun leur histoire avec des odeurs de cuisine. Et vous verrez que je passe en dernier parce qu'ils ont dit, voilà, on termine à la fin avec une petite astuce. Et ils ont été reprendre le morceau de l'astuce que j'ai donné dans l'enregistrement que j'ai fait. Et je me dis, voilà, de nouveau, Marc de Parler Cuisine, on est là pour donner une astuce de cuisine. Et on arrive encore à donner des astuces de cuisine chez Guerlain dans leur podcast olfactif. C'est Olfaplay. Si vous voulez le retrouver, ils ont une app. Et voilà, je voulais juste leur dire merci de m'avoir donné l'occasion de figurer dans leur podcast.
Voilà, ça c'était tout. Bon, ben, merci de nous avoir écoutés, merci d'avoir passé ce moment avec nous. Si vous êtes dans la voiture, restez prudents. Si vous êtes dans votre camion, j'espère que vous avez encore pas trop de route avant de rentrer chez vous, d'arriver à destination. Si vous êtes dans un bus et que vous entendez ça en tant que passager, allez dire bonjour au chauffeur de notre part et le féliciter pour ses bons goûts, parce que je sais qu'il y a plusieurs chauffeurs de bus, que ce soit au Québec ou que ce soit en France ou en Belgique, qui passent notre podcast et on les encourage à le faire. Vous avez tout à fait le droit de le faire, on n'a aucun souci et je vous remercie de le faire. Et si vous écoutez ça et que vous voulez savoir comment faire, pour entendre les autres épisodes, allez sur votre application de podcast, cherchez Parler Cuisine, abonnez-vous. Et si vous êtes vous-même abonné et que vous pensez que ce podcast peut aider quelqu'un d'autre, peut intéresser quelqu'un d'autre, un collègue ou un ami de la famille, allez tout simplement lui montrer, prenez son téléphone et montrez-lui comment s'abonner et comment nous écouter. Voilà. Et puis si vous voulez que ce podcast perdure et vous voulez montrer son soutien, on a une page Tipeee et on a une page Patreon. Voilà, vous pouvez vous abonner. Et puis, de temps en temps aussi, je raconte comment vous pouvez nous soutenir financièrement sans bourse déliée. Il y a une page sur notre site parlercuisine.com. J'ai fait un article où je vous donne 10 façons de pouvoir nous soutenir sans bourse déliée. Et il suffit d'aller le voir, parlercuisine.com. Et si vous avez une question, Guy répond à vos questions aussi quand on en reçoit. Questions@parlercuisine.com, questions, suggestions, encouragements, remarques, n'importe quoi, vous pouvez nous envoyer, c'est là. Voilà. Merci beaucoup et puis à la prochaine fois. À bientôt, au revoir. Au revoir.